poursuit Alors, d'ailleurs. vous voyez, c'est un bateau. On voit, voilà, blocus en mer Noire. Blocus en mer Noire. Exactement, parce que c'est un événement qui est survenu il n'y a pas très longtemps. Je rappelle qu'il y avait un accord qui était en place depuis 1 an et qui permettait de Sur les céréales. sortir les céréales. Alors j'avais prévu une carte, je ne sais pas si on peut la montrer, une carte de la mer Noire. Voilà. Alors la mer Noire avec des limites, parce que je suis persuadé qu'il y a beaucoup de nos téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément les pays riverains de la mer Noire. Vous voyez, quand on fait le tour, Bulgarie, Roumanie, Ukraine, Russie, Géorgie, Turquie. Je rappelle que la Moldavie, en fait, n'est pas vraiment les riverains, elle a juste un petit bout sur un estuaire, mais pas grand-chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une mer très particulière, une mer fermée, et dont la seule issue, en fait, c'est le Bosphore, et c'est la Turquie qui le bloque, qui le détient depuis les accords de Montreux, 1936, qui permettent de réguler tout ce qui se passe là. Et donc cet accord qui a été cassé, enfin qui n'a pas été reconduit, pour être exact, qui datait d'1 an, permettait de sortir tous les grains en direction du Bosphore pour ensuite être exportés. 2 intérêts là-dessus, bien sûr. Pour l'Ukraine, c'est son grenier à blé qui permettait de sortir ça. Et puis pour les pays du Sud en particulier, parce qu'ils dépendent énormément. L'Égypte, le Soudan, tous ces pays sont importateurs, la Somalie, à 100% quasiment, du blé qui vient de cette région. Alors, pas seulement de l'Ukraine, de la Russie également. Et donc, là, le président Poutine a décidé de mettre fin à cet accord. Je pense que on n'est pas au bout de l'histoire, là non plus. Pourquoi? Parce qu'il met fin à cet accord pour des intérêts russes. C'est-à-dire, je n'arrive plus à sortir l'engrais, donc je perds de l'argent. J'avais demandé que nos banques puissent accéder au système SWIFT. Elles ne peuvent plus y accéder. Donc, ce sont des intérêts russes. Une sorte de chantage, d'ailleurs. Oui, mais en face... Ils sont prêts à revenir si ces conditions sont remplies, d'ailleurs. Oui, mais en face, il y a qui? Il y a les pays du Sud. Alors, Isabelle citait tout à l'heure le Kenya qui vient de réagir. Mais ils vont tous réagir. Il y a une délégation africaine qui est venue à Moscou, il y a 1 mois et demi, pour discuter de la paix, bien sûr, mais aussi pour discuter de ça. Et là, ils se rendent compte que le président Poutine ne les écoute pas. Le président Poutine ne fait pas attention à eux. Et donc, je pense qu'il y a un isolement plus grand du président Poutine pour des intérêts à proprement russes, parce qu'il sait bien que l'économie russe a des difficultés en ce moment. Ça, c'est le premier isolement. Le deuxième isolement, j'attends de voir ce que va faire le président Erdogan. Parce que je rappelle que cette négociation a été faite en particulier Ukraine, Russie, Turquie et Nations Unies. Alors, j'éloigne tout de suite la proposition faite, je crois, par les Ukrainiens, qui était de mettre un couloir escorté par des bateaux sous un drapeau de l'ONU. Ah oui, mais pour ça, il faut une résolution du Conseil de sécurité. À l'évidence, la Russie mettra son veto. Donc, pour éviter, précisons-le, que les Russes ne tirent sur des bateaux transportant des céréales qui seraient considérés, là, aujourd'hui... Alors, je voulais venir après au risque. Pardon. Non, mais je voulais venir au risque. Mais simplement, les Nations Unies, si vous voulez, ça n'est une solution avec une résolution du Conseil que si la Russie est d'accord. Donc, pour l'instant, la Russie est opposée. Donc, je ne vois pas très bien comment ça pourrait se passer. Mais donc, le président Erdogan, dont on voit qu'il s'éloigne un peu plus tous les jours de la Russie. J'en veux pour preuve la libération des commandants de bataillon du bataillon Azov, qui étaient en Turquie et qui devaient rester en Turquie et ne pas revenir. Le président Zelensky est lui-même allé les chercher et les a ramenés. Donc c'est quand même un accord qui a été déchiré. Alors qu'est-ce qui reste dans cette affaire-là? La Russie dit, nous maintenant, tout bateau qui passe, c'est un bateau militaire, donc on tire dessus. Alors, il faut rappeler quand même que en février-mars, tout à fait après l'attaque russe en Ukraine, il y a eu des bateaux qui ont été tirés, et il y en a même un qui a été coulé. Et on n'a pas beaucoup parlé à cette époque-là. Il y en a un qui a coulé aussi à cause des mines. Souvenez-vous, au moment où on discutait de l'accord, on disait « mais il y a tellement de mines, ça ne va pas être possible ». Vous noterez que depuis 1 an, les bateaux passent, il y a toujours des mines, et il n'y en a aucun qui a été coulé. Donc on a bien dû trouver le chenal et le moyen pour y passer. Mais donc il y a cette épreuve de force de la Russie. Et cette épreuve de force de la Russie, à mon avis, si les pays du Sud, Erdogan, s'éloignent un peu de la Russie, il y a vraiment un bras de fer que risque de perdre complètement le président Poutine. Et donc je ne suis pas sûr
qu'on soit au bout de la négociation sur ce sujet-là. Je pense qu'il y a encore de la marge de négociation. Il faut rappeler aussi que le premier accord a subi les mêmes problèmes. Il y avait des tirs sur Odessa le lendemain de l'accord. Donc on a dit ça ne marche pas. Et puis finalement, on y est revenu. Alors là, en attendant, politique de la terre brûlée, les Russes ont tiré sur Odessa pour détruire les sites portuaires qui permettaient d'embarquer le grain. 60 000 tonnes, je crois, de grains ont été brûlés. Donc voilà, la politique de la terre brûlée, le mauvais élève qui n'est pas content, qui tape du pied avec les moyens dont il dispose. Mais je répète, je pense qu'on n'est pas au bout de la négociation, parce que s'il s'éloigne aussi fort des pays du Sud, c'est toute une partie du pan de sa stratégie qui tombe. Je rappelle que sa stratégie, c'est pas seulement la guerre en Ukraine, c'est la guerre contre l'Occident global. C'est l'opposition du Sud global. Et donc, il ne faut pas qu'il s'éloigne du Sud global. Alors, voilà. Attaque sur Odessa, condamnée sans surprise tout à l'heure par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui condamne les attaques sur Odessa. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il pointe les pays du Sud, effectivement, et puis on a tous remarqué que le cours des céréales avait augmenté, je crois que le blé a augmenté de 8% hier ou quelque chose comme ça. Donc il y a déjà pas grand-chose, il avait pris 50%. Il a rebaissé. Enfin, c'est des premières conséquences. Au passage, la France et l'Europe s'en tirent très bien dans cette affaire-là, parce qu'ils n'ont pas de problème de céréales. Voilà, c'est très clair.